Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où cette fois on va pas faire du Pokémon mais je vais vous présenter un jeu de cartes qui s'appelle Altered. C'est un jeu de cartes qui est sorti plutôt récemment et que je trouve vraiment très intéressant. C'est pour ça que je me permets de vous faire une vidéo de présentation dessus. C'est un jeu de cartes à savoir physique, donc qui se joue avec des vraies cartes, mais il se trouve qu'il est aussi possible d'y jouer en ligne sur Board Game Arena et c'est ça que je vous présenterai dans une deuxième partie au moment de la démonstration. Dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter assez rapidement et succinctement comment fonctionne le jeu, les règles du jeu rapidement, comment ça marche, et puis on verra le reste en jouant pour essayer de ne pas être trop long. Donc Altered, c'est un jeu de cartes à jouer, à collectionner, comme Pokémon, Magic, etc. On a donc ici, là, ce que je vous présente, c'est globalement le PDF des règles rapides. On va pas tout lire ensemble, vous en faites pas, je m'en sers juste comme support pour expliquer un petit peu comment ça marche. On a un deck avec une faction parmi les 6 factions qui sont disponibles, qui est représentée par un héros, et puis après des personnages et des sorts qu'on va jouer. Pour essayer, le but c'est de faire rejoindre notre héros et notre compagnon. On peut voir sur le héros, il n'y a pas vraiment de zoom sur la carte du héros, mais la carte du héros est ici. On a des jetons qui ici permettent de voir la progression du héros et du compagnon, donc ils démarrent chacun euh, de part et d'autre de la map, et le but c'est qu'ils se rejoignent au milieu. Je vous explique tout de suite comment on fait ça. Au cours de la partie, on va jouer des personnages. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de personnage qu'on peut avoir. Le personnage, on va les jouer sur des expéditions. Donc on les joue globalement soit côté héros, soit côté compagnon. On les joue sur des expéditions et les personnages, leurs caractéristiques en fait vont être représentés par ces trois symboles-là, qui sont globalement des biomes. Donc on a la plante, la montagne et l'eau, pour faire assez simple. Et tous les personnages vont avoir des scores sur ces différents biomes. Et le but, c'est d'avoir plus que l'adversaire sur des biomes en particulier pour progresser sur l'expédition. On va faire la somme de toutes les cartes qu'on a d'un côté d'une expédition pour essayer voilà, d'avoir plus que l'adversaire et de progresser. On va comparer nos valeurs avec celles de l'adversaire. J'explique après dans le détail comment ça fonctionne. La particularité donc qu'on a avec ce jeu, c'est que il n'y a pas de point de vie. On va gagner si on fait se rejoindre notre héros et notre compagnon avant l'adversaire. Il y a deux expéditions, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça se joue sur deux côtés. Et globalement, on peut progresser sur les deux côtés de manière différente. Et il faut savoir qu'à chaque tour de jeu, à chaque phase de jeu, tous les personnages qu'on avait mis dans nos expéditions vont aller dans la réserve. Et en gros, dans la réserve, ils vont pouvoir être joués une deuxième fois dans le tour suivant. Et une fois qu'ils auront été joués depuis la réserve, ils vont être défaussés. Donc globalement, la plupart des cartes ont une deuxième vie. Et des fois, quand on les joue une deuxième fois, ça a des effets différents. C'est ça qui est très intéressant. Après, voilà, sinon pour comment fonctionne le jeu, on a du mana pour payer nos cartes, un petit peu comme dans Hearthstone ou dans Magic par exemple. Ce mana va être représenté par des cartes qu'on va mettre face cachée dans la zone de mana. Chaque tour, globalement, on peut avoir une carte de notre main qu'on va mettre face cachée pour faire du mana, et qu'on va engager, hein, comme des terrains sur Magic par exemple, qu'on va pouvoir du coup dépenser pour jouer nos cartes. Le coût des cartes, du coup, c'est celui qui est inscrit dans le coin d'une carte. Là, par exemple, en bleu, c'est le coût qu'on a pour le jeu depuis la main. Donc cette carte-là coûte 4 mana à jouer depuis la main. Et le deuxième coût qu'on a ici, c'est 3 dans l'exemple, c'est si on veut la jouer depuis la réserve. Donc voilà, le coût peut varier. C'est ça qui est très intéressant. Et on va ensuite avoir différents effets sur les cartes que je vous expliquerai un petit peu après. Donc comment se passe un tour? Je pense que c'est peut-être le plus intéressant. C'est voilà, un jour, les tours, communément là, ça s'appelle des jours. Ils sont séparés en différentes phases. Donc les phases d'une journée, le matin, le midi, l'après-midi et le crépuscule. Le matin, globalement, c'est le début du tour. Au début du tour, on pioche deux cartes. Et il y a une de ces deux cartes qu'on peut, si on le souhaite, mettre face cachée donc dans notre zone de mana pour qu'elle fasse du mana. Donc comme pour le jeu de cartes Star Wars ou comme pour le jeu de cartes Lorcana. Donc on choisit les cartes qui deviennent nos mana, contrairement à par exemple Magic où c'est défini les terrains qu'on a, ou Pokémon où c'est des énergies. On choisit une carte qu'on ne jouera pas de la partie mais qui servira uniquement à faire du mana. On la met face cachée et globalement c'est des cartes qu'on peut engager, donc voilà, épuiser pour faire du mana et qui reviendront le prochain tour. On commence la partie avec 3 mana et chaque tour on a potentiellement un mana supplémentaire. Donc ça c'est pour le matin. On a ensuite le midi où globalement ça va juste être une phase de début de tour où on a différents effets qui vont se déclencher à midi. Par exemple à midi créer un jeton, à midi invoquer telle créature, ce genre de choses.
Et ensuite, on a la phase d'après-midi, qui est la phase principale, c'est celle où on va jouer à tour de rôle avec notre adversaire des cartes depuis notre main. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas un joueur fait tout son tour, puis l'adversaire fait tout son tour, c'est vraiment, on fait les phases en même temps, et ensuite le premier joueur fait une action, et ensuite le joueur suivant en fait une, à tour de rôle, jusqu'à ce que les deux joueurs passent et n'aient plus rien à faire. Et après l'après-midi, on a le crépuscule, où ça va être le moment où on aura chacun joué toutes nos cartes, et on va comparer au niveau des deux expéditions les valeurs qu'on a sur les régions, hein. Je disais des biomes, c'est les types de régions. On va regarder quel joueur a le plus pour la plante, quel joueur a le plus pour la montagne, et lequel joueur a le plus pour l'eau, et voir si on a plus que l'adversaire dans telle région, si on avance ou pas. On va voir que globalement, c'est représenté aussi par des petites cartes, les régions sur lesquelles notre héros ou notre compagnon vont progresser pour voir si on va avancer par rapport à l'adversaire. Et du coup, il y aura différentes régions qu'on va comparer. Par exemple, sur cette région-là, on compare la montagne. Donc le but, c'est d'avoir plus dans la montagne que notre adversaire pour avoir le droit d'avancer. Et là, il y a l'eau et la plante. Il faut avoir plus soit dans l'eau, soit dans la plante que notre adversaire pour réussir à progresser et avancer. Voilà globalement. Je détaillerai un petit peu plus après, de toute façon, quand on va jouer. Et enfin, il y a la nuit. Globalement, à la nuit, donc c'est la dernière phase. Tous les personnages qu'on avait dans nos expéditions vont dans la réserve. S'ils sont fugaces, on les défausse. C'est-à-dire que les cartes qu'on joue depuis la réserve ont l'attrait fugace. Et fugace, ça dit qu'à la fin du tour, on les défausse. Ça veut dire que ça signifie globalement qu'on les a joués une deuxième et dernière fois. On a une limite de cartes dans la réserve. Par défaut, c'est 2. C'est-à-dire que si on a trop de cartes dans la réserve, au moment de la nuit, à la fin du tour, il faut les défausser. Voilà à peu près tout pour les différentes phases de jeu, comment le jeu fonctionne. On a un héros aussi qui a une compétence qui peut être utilisée tous les tours globalement. Il y a différents héros qui existent pour les différentes factions. Je vous présenterai celui que je vais jouer, puis je pense qu'on peut se retrouver tout de suite en partie. Je vais essayer de jouer assez doucement pour expliquer en même temps et vous faire découvrir le jeu du mieux que je peux sur Board Game Arena. Petit cut et on se retrouve tout de suite en partie. Et on se retrouve pour la partie, ça a trouvé assez vite, hein, le cut a été très court de mon côté. Au début de la partie, du coup, on peut choisir parmi une des 6 factions, c'est globalement les decks préconstruits qui sont disponibles. On peut choisir parmi les decks préconstruits sans avoir d'investissement particulier à faire. Et on peut aussi avoir des decks personnalisés, globalement, c'est si on utilise l'application Alter, dès qu'on scanne les cartes qu'on a eues en vrai, on peut en créer un deck personnalisé pour aussi le jouer en ligne. Là, on va jouer un deck de faction standard. On va jouer celui que je trouve le plus fort, tout simplement parce que du coup il est fort et je trouve que il n'est pas très compliqué à jouer, donc ça peut être pas mal pour commencer. Ça va être la faction Ordis. Donc on choisit notre faction et je vous explique tout de suite comment ça marche. On a du coup les différentes zones que je vous ai montrées. Alors, le son est peut-être un peu fort, je vais baisser le volume pour vous, hop, voilà. Je pense que là ça devrait aller. Au début de la partie, on pioche 6 cartes, comme on peut le voir, et du coup, on commence avec 3 mana, donc il va falloir que je choisisse 3 de ces cartes que je vais mettre en mana et que du coup, je ne jouerai jamais. Je vais essayer de choisir assez rapidement pour pas qu'on prenne trop de temps là-dessus. Voilà, je choisis ces 3 cartes-là parce que j'aurais pas envie de les jouer au début de la partie. Donc, les 3 cartes restantes, je les aurai dans ma main, et les 3 cartes que j'ai sélectionnées vont dans le mana. On peut les voir, la zone de mana est ici, on peut voir que du coup, j'ai 3 points de mana sur 3, et mon adversaire aussi. Il a le même personnage que moi, donc ça va simplifier un peu les explications. On peut voir qu'il a le petit jeton bleu, ça veut dire que c'est lui le premier joueur. Donc c'est lui qui fait la première action, et là il fait l'effet de sa carte, on verra après, on s'en inquiétera après de voir ce que ça fait. Je vais jouer juste après, donc voilà, c'est à moi de jouer. Donc soit je passe, c'est-à-dire que j'ai rien à jouer, et du coup on passe directement à la fin de la journée, soit je vais jouer une carte, ce que je vais faire. J'ai un peu de temps, hein, donc je vais me permettre de prendre le temps de vous expliquer. Que fait mon héros ? Mon héros dit à midi, je crée un jeton de soldat dans mon expédition héros. Donc l'expédition héros, donc voilà, les deux expéditions, c'est voilà, celles qui sont à gauche et à droite de notre personnage. L'expédition héros et l'expédition compagnon. Par défaut, elles n'ont aucune différence, si ce n'est qu'elles ont des noms différents et que du coup mon personnage crée un jeton dans l'expédition héros. Donc c'est-à-dire que ça va toujours le créer à gauche. Midi, donc c'est ce que je rappelais, c'est ce qui arrive après le matin, après le moment où on pioche. Et c'est du coup, c'est le moment de faire certains effets. Et là, du coup, j'ai 3 manas. Parmi les 3 manas là qui sont ici, les 3 cartes que j'ai dû mettre face cachée, que là on voit pas trop parce que je pense que c'est plus simple sur Board Game Arena pour le voir. Et du coup je peux jouer des cartes qui coûtent jusqu'à 3, ça tombe bien, les 3 cartes que j'ai en main coûtent 3, donc je vais en pouvoir en jouer une. Là je vais jouer le Transporteur Ordis, donc c'est un repère. Le repère c'est un type de carte dont je n'ai pas parlé, c'est globalement des cartes qui vont rester en jeu tout au long de la partie, sauf si on trouve un moyen de les détruire. On voit qu'elle a l'attrait permanent, c'est-à-dire qu'elle va toujours être là. Les repères sont joués dans la zone de repère qu'on a ici.
C'est-à-dire que bah, je peux avoir 2 repères simultanément. Si je veux en jouer plus, il va falloir que je m'en débarrasse d'un. Et je vais jouer celui-ci. Il dit globalement, à midi, je crée un soldat dans mon expédition compagnon. Donc ça fait comme mon héros, sauf que ça crée le soldat ici. Et ça veut dire que bah, tous les tours, je vais avoir un soldat qui va apparaître sur la droite. Et du coup, c'est assez costaud. Mon adversaire, la main lui est revenue. Il a passé parce qu'il a plus de mana. Et je vais faire pareil. On peut voir du coup dans les différentes zones, bah, ça fait la somme globalement des stats de mes créatures. Le jeton que je crée, il a un partout. Donc on peut voir que moi j'ai un partout. Lui, il a un soldat qu'il a réussi à booster pour avoir 3 partout. Donc il a 3 partout sauf en plante, je sais pas pourquoi. Ça doit être un effet d'une de ses cartes, mais c'est pas très grave. Ah non, son soldat est endormi. Ok, j'explique après ce que ça fait. Là, je vais passer. Globalement, il a trouvé un moyen d'endormir son soldat. Donc endormi, ça dit que bah, il est pas actif ce tour. On compte pas ses stats. Par contre, il va pas dans la zone de réserve. Et donc il reste là le tour suivant. On arrive à un nouveau tour. Cette fois, c'est moi le premier joueur. J'ai pioché 2 cartes. Et donc bah, là, je peux choisir une de mes cartes que je mets en mana. C'est-à-dire que je la jouerai pas. Mais je vais choisir celle-ci. Mais du coup, je l'utilise pour faire du mana. Donc je vais passer de 3 à 4 mana. Une fois que j'ai choisi, bah, je peux confirmer. Mon adversaire va faire pareil ensuite à son tour. Bah voilà, il a fait ça. Il joue vite, hein, forcément, lui, il prend pas le temps d'expliquer, mais c'est pas très grave. On voit que du coup, bah, à midi, du coup, bah, j'ai de nouveau un jeton qui est créé là, un jeton qui est créé là. Lui, il en a un qui est créé là, il a toujours celui qu'il avait avant parce qu'il était endormi. Et du coup, on peut voir que de chaque côté des expéditions, bah, j'ai un partout. Et du coup, bah, dans la main, là, j'ai cette carte-là qui va dire globalement, on voit qu'elle a des stats assez faibles, mais elle crée un jeton soldat quand elle arrive dans son expédition, c'est-à-dire du côté où je la joue. Je l'ai 2 fois. Donc je pourrais la jouer 2 fois, mais sinon j'ai celle-ci qui est très intéressante. Quand je la joue, je sabote, et globalement saboter, ça défausse une carte d'une réserve, donc ça vire cette carte-là qui est dans sa réserve. Et en plus celle-ci bah, a un effet quand elle est jouée depuis la réserve, donc je vais le faire, même si j'optimise pas mon mana. Je réfléchis juste, si je la joue à gauche, j'aurais quand même pas assez de stats, donc je vais la jouer à droite. Et donc là, je peux faire son effet de saboter, cibler une carte à défausser, je vais défausser celle-ci. Hop, je confirme la cible. Donc pour les effets qu'on a sur les cartes, on peut voir que là, l'effet saboter, il est avec un symbole des mains, ça veut dire que ça ne fonctionne que si je la joue depuis ma main. Et on peut voir en jaune qu'il y a un effet avec une petite carte avec des éclats, créer un jeton de soldat recru dans mon expédition, ça c'est un effet qui n'arrive que quand je la joue depuis la réserve. Donc voilà, ce sont 2 effets différents. Et il y a aussi un troisième différent qu'on peut voir ici, je ne sais pas pourquoi sa carte est en anglais, mais qui est avec une petite flèche vers la droite. Avec la petite flèche, ça marche quand on la joue depuis la main ou depuis la réserve. Voilà, pour les 3 façons différentes d'arriver en jeu d'une carte. Il a trouvé un moyen de me remettre, il m'a forcé à... Voilà, j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait. Il a remis dans ma réserve ma carte et du coup, bah, elle a plus compté. Et bah, mon adversaire m'a battu sur les deux, dans les différentes régions des 2 côtés. Donc bah, on peut voir que c'est ses jetons de son côté qui ont avancé et pas les miens ce tour-ci. Donc globalement, là pour l'instant, je suis derrière. Je vais me débarrasser de cette carte-là parce que c'est un petit peu trop lent. Hop. Je suis désolé, j'espère que vous arrivez à suivre en même temps. C'est pas simple à expliquer pendant que je joue. Au niveau bah, voilà, des régions qu'on compare, par exemple là, moi mon jeton est à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faut que je batte mon adversaire soit en plante, soit en montagne pour avoir le droit d'avancer. Lui par contre, de son côté, il est à ce niveau-là, c'est-à-dire que lui, il faut qu'il me batte en eau pour avoir le droit d'avancer. Donc il est possible qu'on avance tous les deux, si moi je gagne par exemple en plante et que lui gagne en eau. Et bah pareil de ce côté-là, il faut que je gagne sur une des trois régions pour avoir le droit d'avancer, et lui il faut qu'il avance, faut qu'il gagne pardon, en montagne ou en eau pour avoir le droit d'avancer. Il a joué cette carte-là ici, qui n'a pas d'effet particulier, si ce n'est qu'elle a des stats. Donc pour l'instant il me bat sur la droite. Je pourrais, donc là par exemple celle-ci, je peux la rejouer depuis la réserve, ça peut être pas mal parce qu'elle a des stats plutôt bonnes. Je vais la jouer à droite. Et en plus, quand je la joue depuis la réserve, bah, elle joue un jeton de son côté. On peut voir que du coup, quand je l'ai joué, elle a gagné un petit jeton fugace, qui est décrit ici. C'est-à-dire qu'à la fin du tour, au lieu de retourner dans ma réserve, elle va être défaussée parce que bah, j'ai déjà joué depuis la réserve, tout simplement. Lui, il m'a invoqué un truc à gauche. C'est une carte qui le fait piocher quand il le joue depuis la main, ok. Et lui, quand je le joue, il crée un jeton dans l'autre expédition. Si je le joue à gauche, je vais passer donc à 3 plus 1, 4 en montagne, donc ça me permettra d'avancer. Lui par contre en eau, il sera à 3 et moi je vais être à 2, donc il va avancer aussi. Je peux pas trop l'empêcher d'avancer, mais je vais essayer d'avancer moi aussi.
Donc je vais le jouer ici. Ça crée un soldat de l'autre côté, mais ça change pas grand chose, on va dire. Ça va être à lui, il a plus qu'un mana, donc j'allais dire il a peut-être rien à jouer, mais il joue quand même pour me bloquer. Donc là il m'a rattrapé en montagne, donc il m'empêche d'avancer. Et du coup bah, je vais avancer à droite, mais lui il va avancer à gauche. Donc un peu une égalité pour ce tour-ci, mais du coup mon adversaire garde la belle avance qu'il avait. Donc à la fin du tour, toutes les cartes retournent dans la réserve, ou alors pour celles qui sont fugaces sont défaussées. Les soldats, donc c'est des jetons qu'on invoque, c'est des trucs temporaires, mais eux du coup ils vont pas dans la réserve, ils sont directement défaussés, ils sont là que pour un tour, globalement. Bon, on peut voir que mon adversaire pour l'instant est en train de me battre, hein, clairement. Je vais choisir la carte que je peux mettre en mana. Je vais mettre celle-ci, pareil, c'est comme le repère que j'ai, je pourrais l'avoir en 2 fois, mais c'est un peu lent. Et si je prends le temps de l'installer, je risque de me faire battre et de me faire prendre de vitesse. Voilà, on regarde c'est lui. Là, je vais avoir 6 mana, donc je pourrais par exemple jouer ça plus ça. C'est le plus optimisé, je pense. J'ai la main, donc je peux commencer par jouer elle pour saboter une carte. Je peux saboter elle qui n'a pas d'effet particulier. Je peux saboter elle, mais qui n'a pas d'effet particulier. Elle pioche seulement quand il ajoute plus la main. Celle-ci est moins chère. Il y a des stats qui sont quand même pas trop mal, donc je vais peut-être plutôt la saboter elle. Je vais faire ça. Hop, je vais la jouer à gauche. C'est là où mon adversaire est le plus avancé. Si lui a une carte à défausser, je vais défausser elle. Globalement, le deck que je joue, et que joue aussi mon adversaire du coup, cette faction-là, c'est très forte pour invoquer plein de jetons. Il y a des synergies et des façons de booster les jetons, même si là pour l'instant j'en ai pas pioché, c'est un peu ça qui me fait défaut. Mais c'est pas très grave. Ok, donc il a joué, du coup sa carte depuis la réserve, il a joué là, c'est pour ça qu'elle est fugace. Il pioche pas parce que ça fait pioche que quand il arrive depuis la main, et il a payé que 2 mana parce qu'on voit que son coût depuis la réserve est de 2. C'est le deuxième coup qui est inscrit. Moi, il faut que j'ai de la montagne ou de l'eau. On peut voir ici, c'est résumé aussi par les petites flèches grises. Grise, ça veut dire que c'est là où je dois avancer, mais je n'avance pas pour l'instant. Ici, c'est vert comme lui, ça veut dire que c'est là où il doit avancer et où il va avancer pour l'instant parce que il a strictement plus que moi. Si je joue ça, là, je vais l'égaliser en eau et je vais le battre en montagne, donc je pourrais avancer là, mais par contre, il a encore 4 mana, donc il va pouvoir faire des choses pour continuer d'avancer. Si je joue ça, ça fait pas grand chose pour l'instant, hein. Donc je vais plutôt jouer lui, ici. Comme ça, je devrais moi aussi avancer de ce côté. Puis à gauche, je suis large aussi. Donc là, il faut que je trouve un moyen de rattraper mon adversaire. Il faut que j'arrive à le bloquer, à l'empêcher d'avancer dans une région tout en avançant moi si je veux avoir une chance de le rattraper. Ça va pas être évident, mais on va essayer quand même. Ok, donc il met du monde à droite, logique. Il m'a rattrapé en montagne, donc j'avancerai pas. Et par contre, il m'a aussi rattrapé en eau, donc lui, il va avancer. Donc c'est un peu chiant. Mais j'ai pas trop d'autres façons de faire. Forcément, le fait que je sois premier joueur, je dois mettre mes cartes en premier, donc c'est pas forcément une bonne chose, dans le sens où il peut s'adapter en fonction de ce que je fais moi. Il a ça dans la réserve, donc la flèche comme ça marche quand on joue depuis la main ou quand on joue depuis la réserve. Ok, j'ai ça qui est très très fort, mais c'est un peu tard pour l'avoir, c'est ça qui est dommage. Ça, globalement, quand je joue un personnage, ça lui donne un boost, et un boost c'est plus 1 dans toutes les stats, globalement. C'est très fort avec ça, parce que ça m'invoque des jetons qui sont boostés tous les tours. Mais je pense que je vais virer ça qui est un peu nul. Ça débarrasse de cartes chères, mais c'est pas toujours utile. Je pourrais jouer ça, mais si je le joue là vraiment, je paye 5 à faire pas grand chose sur le moment donné, et du coup je peux avoir un retard. S'il avance lui ici et lui ici, si ces deux jetons se rejoignent, il a gagné. Donc c'est un peu gênant. Je peux pour l'instant juste... ouais, je sais pas. Si je joue ça, après je pourrais jouer elle ou lui. Si je le bloque dans au moins un des deux côtés, c'est bon. Bon, je vais prendre le risque. Vous savez quoi? Je joue pas ma vie non plus. Je prends le risque. Si je joue lui, il invoque un jeton quand il arrive. Donc l'avantage, c'est que du coup, il est boosté lui-même. Et le jeton aussi est boosté. C'est là que cette carte-là prend son intérêt. C'est que plus on invoque de personnages, plus on a de boost et de puissance. Donc si je tiens le coup ce tour-ci, il est possible que je le batte vraiment pour les prochains tours. Mais c'est pas sûr du tout. Ok, il a joué ça à droite. Il a juste des stats. Je sais pas si j'abandonne la droite et que j'essaie de mettre tout ce que je peux à gauche ou si j'essaie de contester à droite. Parce que je vais jamais monter à 4 en plante à droite.
Je vais rajouter 3, donc je vais arriver à 4, mais ce sera facile de me dépasser. Autant mettre le paquet à gauche, accepter... Ah, est-ce que je joue lui ou elle? Plutôt lui quand même. Mettre le paquet à gauche et accepter que je vais perdre à droite pour essayer de faire en sorte qu'il avance que d'un seul côté ce tour-ci. On voit du coup maintenant, dès que je joue un truc, il a un boost. Donc ça me fait des stats plutôt solides à gauche. On voit aussi cette carte-là, elle a un autre effet. Tout en bas, le prochain permanent que vous jouez coûte 1 de moins. Cet effet-là, c'est un effet qui se déclenche quand on défausse la carte de la réserve pour faire l'effet. C'est-à-dire que si elle va en réserve, le tour d'après, il pourra la défausser et ça fera son effet. Donc il ne jouera pas depuis la réserve, mais par contre, il aura un autre effet à la place. Et bah il a trouvé un moyen d'avancer à gauche aussi. Donc, bah voilà, mon risque n'aura pas été rentabilisé et je vais perdre cette partie. Mais on a l'habitude sur cette chaîne de commencer par des défaites, donc c'est pas très grave. Et bah j'ai perdu, mais c'est pas forcément pas très grave. Je propose qu'on se refasse une petite partie de peut-être pour voir, et puis voilà, on va rejouer le même deck pour l'instant pour essayer d'appréhender un peu la chose, et puis hop, je vais faire rejouer. Est-ce que si je fais ça, ça marche? Ouais. On va rejouer directement. J'espère que vous arrivez à comprendre. Vraiment, s'il y a des choses que j'ai mal expliquées, c'est qui est fort probable, ou d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires à vous manifester. J'essaie d'être le plus succinct et intéressant possible, et c'est pas toujours facile. Je vais rejouer le même deck. Et je pense que mon adversaire, vu qu'il n'avait pas les mêmes cartes que moi, il devait avoir un deck personnalisé aussi. Donc forcément, c'est potentiellement mieux optimisé, ou pas, hein, ça dépend s'il a bien fait son deck ou pas. Mais c'est pas grave. On est là pour s'amuser avant tout. Ok, déjà il n'a pas la même faction, donc ce sera un peu plus intéressant. Donc j'ai les deux repères qui sont très forts, qui marchent bien ensemble, que j'ai vu la fois, même si celui-là je l'ai vu un peu tard. Je vais les garder. Et pour le premier tour, donc voilà, je vais garder une carte qui coûte 2, une carte qui coûte 1. Je vais garder elle et ça, je pense. Donc on va virer lui, lui. Ah, il faut que je vire un autre truc quand même. Ah, c'est pas foufou. Je pourrais virer ça en espérant leur piocher, mais c'est pas sûr que je leur pioche. Tant pis, je vais laisser lui de côté. Ah, mais dans tous les cas, je vais jouer ça au premier tour. Je dis des bêtises. Autant plutôt garder lui, il est mieux. Je dis des bêtises. Ok, bon, on va avoir un début semblable où je vais juste jouer mon repère, donc je vais me faire défoncer potentiellement le premier tour, mais c'est pas forcément grave. Mon adversaire, donc il a une faction plutôt agressive, qui est basée sur le fait de mettre beaucoup de boost sur les personnages, on va voir ça. Hop, je vais jouer mon lieu ici. Son pouvoir, globalement, à midi, s'il est le premier joueur, il crée un jeton 2-2-2 dans son expédition compagnon. Donc là où moi j'ai tous les tours une 1-1-1, lui, un tour sur deux, il a une carte qui a le double de valeur. Donc ça revient un peu au même, globalement. Lui aussi, il a joué un repère qui dit, quand il le joue, il ravitaille. Donc ravitailler, c'est-à-dire prendre la première carte de son deck et la mettre dans la réserve. Et du coup, son lieu en effet permanent dit que ces personnages ont, quand ils sont en jeu depuis la réserve, ils gagnent un boost. Donc un boost est plus 1 dans toutes les stats. Donc voilà, tous les personnages qui jouent depuis sa réserve vont être plus puissants. Donc je suppose qu'il a un deck qui va avoir beaucoup de synergie avec les cartes jouées depuis la réserve. Il a du coup déjà ravitaillé en jouant cette carte, et du coup il a mis une autre carte dans sa réserve. Ok, donc ce tour-ci, on a avancé chacun d'un côté, ça va. Par contre, lui, il est premier joueur, donc là, il va voir à midi son jeton qui va arriver dans la zone compagnon, donc à droite. Qu'est-ce que je vais mettre en mana? Là, je vais avoir 3. Avec ça, je pourrais péter un truc dans sa réserve. Ça coûte 3, et vu que je vais avoir 4, donc 3 et 1, ça fait 4, donc autant virer ça. Hop. Donc là, j'ai un jeton de chaque côté grâce au repère que j'ai joué. Il joue une deuxième fois son repère. Ok, donc maintenant, ça va donner 2 boosts aux cartes qui jouent depuis la réserve. La question, c'est qu'est-ce que je veux saboter? Il va avoir 2, donc le mieux serait peut-être pour lui de jouer ça, parce qu'en plus ça ravitaille. Donc je vais détruire celui-ci, ça le forcera à jouer lui qui est un peu moins bien. Je vais le jouer à droite, comme ça je le rattrape à droite. Hop. Voilà, voilà. Donc ouais, c'est assez balèze. Et le fait qu'il ait 2 fois ça, il va avoir 2 fois des boosts
quand il joue depuis la réserve, hein, si je comprends bien. Ouais. Ok, donc il a 3-3-2, mais si je joue lui, je vais gagner un partout. Donc c'est nul, hein. Ça sert à rien. Et là, je le bloque déjà, j'ai 3, il a 2 partout. Donc là, je l'empêche d'avancer, mais là, c'est lui qui m'empêche d'avancer. Et donc lui, il dit quand je le joue depuis la réserve, il coûte 3, donc il coûte beaucoup plus cher. Par contre, il crée 2 jetons soldats. Je vais quand même le faire. Comme ça me permettra de le jouer depuis la réserve quand j'aurai envie, dans 2 tours, je pense. Ah, j'aurais dû jouer à droite, par contre, je suis bête. Au cas où il rejoue un truc à droite pour 1. On voit qu'il a un sort aussi qui a été mis dans sa réserve. Donc il y a des sorts, comme dans tous les jeux, qui ne sont pas des personnages, mais qui ont un effet instantané. Et les sorts, bah, des fois, peuvent être mis dans la réserve, ils ont un coup de réserve. Voilà, tout simplement. Il y a beaucoup de sorts comme celui-ci qui ont l'effet fugace, c'est-à-dire que si on les joue depuis la main, bah, ils vont directement dans la défausse, ça les empêche de jouer 2 fois. Mais vu que lui a été mis directement dans la réserve, bah, il va quand même pouvoir être joué 1 fois. Ok, donc j'ai réussi à pas prendre trop de retard pour l'instant, je suis au même niveau que mon adversaire. Et je vais pouvoir jouer ça, donc le monolithe qui va booster tout le monde. C'est plutôt cool. Je vais mettre ça en réserve parce que ça c'est très très fort, on comprendra après pourquoi. Donc le monolithe qui donne un boost à tous les personnages que je joue, y compris depuis la réserve. Et donc l'autre carte que j'ai en main, c'est chargé. Ça dit globalement je donne un boost à tous mes personnages qui sont en jeu, y compris les jetons. Donc une fois que j'ai trouvé un moyen d'en invoquer plein, bah, ça fait un tour où je suis très très puissant, potentiellement des deux côtés. Et c'est ça qui peut renverser un peu les parties, on le verra j'espère. Il y a aussi dans le deck une carte qui invoque 4 jetons, répartis comme je veux. Donc ce serait bien que je la pioche. Ça va servir assez rapidement. Là voilà, je fais un tour très mou là où je joue juste mon repère. Donc je vais me faire défoncer ce tour-ci. Avec un peu de chance, il ne pourra pas jouer des deux côtés et du coup je vais quand même avancer d'un côté. Mais on va voir. Et ça l'avantage aussi avec le repère et le héros, c'est que du coup bah, on joue toujours des deux côtés. Donc si l'adversaire laisse tomber un côté, on avance de ce côté. Donc ça met quand même pas mal la pression. Et là ça va être le cas. Donc il a mis une grosse créature à gauche, mais moi à droite j'ai aussi un jeton. Donc au final ça revient un peu au même. Enfin on a égalité encore quoi. Ok, et là maintenant ça rigole pas. En plus j'ai pioché le bon sort dont je vous parlais. On va mettre ça dans la réserve, je pense, parce que j'ai besoin de mes 2 autres sorts. Pardon, pas dans la réserve, mais dans la zone de mana, je voulais dire. Ok, donc ce sort-là, je crée 4 jetons soldats que je répartis comme je veux. Ah, ça cache un peu quand il se passe des trucs. Voilà, globalement, ça crée 4 jetons que je répartis comme je veux de chaque côté. Et du coup, bah, au lieu d'être 1-1, ils vont être 2-2, les soldats, grâce au monolithe. Et ça, c'est vraiment cool. Ok, il me bloque mes cartes dans la réserve, mais c'est pas grave du tout. Il a joué... Ouh, ouais, du coup, il est très très costaud, lui. Quand il le joue, il gagne un boost, et en plus, lorsque je gagne au moins... Il fait quoi? Lorsque je gagne au moins un boost, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Ah oui, épuiser, du coup, c'est le fait de... Bah, il me la penche, et le fait qu'il me l'épuise, du coup, ça empêche de le jouer sourcil. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, je comptais jouer ça ce tour. Donc pas grave du tout. Et vu qu'il a mis la... il a mis la sauce à droite, bah... Je vais faire pareil, hein. Là, il a 8-8-9. Mais si je mets tous mes jetons à droite, je vais les rattraper. Parce que je mets 4 jetons 2-2. Donc je vais rajouter 8 partout à droite. Et bah voilà. Là on a vu la combo du deck. Et en plus le sort n'étant pas fugace, je pourrais le rejouer si je veux au prochain tour. Et on va voir que c'est plutôt cool. Donc voilà, je suis à 10 partout maintenant. Pas besoin de se demander dans quel biome je dois avancer. Je suis à 10 partout. Il suffit que je gagne en montagne. On voit que du coup bah, j'ai 3 cartes en réserve, c'est pas gênant pour l'instant, mais il va falloir que je m'en débarrasse d'une à la fin du tour, parce que le maximum c'est de 2. Ok, il joue Intimidation, renvoyer un personnage permanent ciblé avec un coup de main 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Ok. Il me vire un jeton, et du coup ça lui permet de me rattraper à ce niveau-là. Ce qui est un peu problématique. Mais bon, j'avance quand même à gauche, donc ça va.
C'est encore assez tendu cette partie, on est encore un peu à égalité. Mais voilà, je vais pouvoir refaire ce sort et j'aurai chargé après pour booster tous mes jetons. Donc ils seront 3-3. Et ça fait plutôt plaisir. On va virer lui qui est... Ah non, il crée 2 jetons quand je le... Non, plutôt lui, on va virer. Plutôt elle, pardon. Hop, confirmer la défausse. Ok, donc j'ai une deuxième fois... J'ai encore mes repères, mais ça me sert un peu à rien parce que la limite est de 2. Donc je vais virer lui. En tout cas, j'ai pas beaucoup de cartes en main, mais c'est pas très grave. J'ai quand même ça que je peux jouer depuis la réserve et potentiellement charger. Ça, j'ai pas encore assez pour le jouer en plus du reste, parce que ça coûte 3 depuis la réserve. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai la main, donc je vais devoir jouer mon sort avant de voir où est-ce que lui va jouer. Sinon, je peux juste jouer ça et charger, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Parce que si je joue ça, ça fait 2 jetons après dans son expédition, mais autant jouer ça plutôt. Après, je peux aussi mettre un peu des deux côtés. Je pense que je vais faire ça. On va mettre des deux côtés, comme ça je pense que je vais réussir à avancer au moins d'un côté. Et potentiellement des deux s'il ne s'attend pas à ce que je joue chargé. Là j'ai déjà 6 de chaque côté, hein, c'est énorme. Donc pour rappel sur le fonctionnement des règles, hein, à la fin du tour, là il faudrait que j'ai plus d'eau que lui pour avancer. Il faudrait qu'il ait plus d'eau que moi pour avancer parce qu'on est sur la même région. Et là c'est pareil pour la montagne. C'est pour ça que c'est résumé par les petites flèches ici où on regarde globalement ce qu'il faut comparer par rapport à l'adversaire. Ok, qu'est-ce qu'il joue? Il joue juste une carte avec quelques stats. Là, je peux jouer une carte et le problème, c'est que je peux pas trop faire en fonction de ce qu'il va me jouer. Sinon, je passe. Je vais quand même jouer chargé pour assurer le coup, en me disant que je repiocherai d'autres. Je mets un boost sur tout le monde. Donc je passe à 9 de chaque côté. Bon courage à lui pour me rattraper. Surtout que lui, il est fort quand il joue les cartes depuis sa réserve, mais pour l'instant, dans sa réserve, il a rien. Donc ça va. Alors, je peux passer, hein. J'en profite un peu pour parler de la rareté des cartes. On voit qu'il y a différents niveaux de rareté des cartes. Ça, c'est le niveau commun. Il y a un petit symbole blanc au-dessus, mais globalement, c'est celles qui ont le bord noir. Donc, c'est les cartes communes, on va dire, de rareté standard la plus basse. Il y a des cartes rares, comme celle-ci, qui ont un petit diamant bleu au-dessus. Et globalement, il existe des cartes rares qui sont des versions améliorées ou en tout cas modifiées des cartes communes, d'un équivalent carte commune. Et du coup, la différence avec les cartes communes, c'est le texte qu'on a en jaune. Et du coup, en fait, cette carte-là, bah, en jaune, elle a pas le même, en commune, elle n'a pas le même effet. C'est ça qui est assez intéressant dans le jeu. Ok, est-ce que je veux faire du mana? Ça me permettra de virer un personnage qui coûte 4 ou plus, donc potentiellement celui-ci. Donc ça, je vais le garder. Par contre, ça, vraiment, je m'en fous, donc je vais virer ça. Hop. Ok, donc il se crée son jeton à droite parce qu'il est premier joueur, pas de souci. Là, j'ai bien progressé, il suffit que j'ai une de mes 2 expéditions qui avance pour que mes jetons se rejoignent et que je gagne. Donc je peux essayer de me concentrer que d'un seul côté. Par exemple, du côté où il a... Ah, il m'a épuisé la carte ici. Ça, c'est un peu chiant. Et bah, je vais jouer... Après, si je joue à gauche et que lui joue à droite, je pourrais lui renvoyer sa carte. Je vais peut-être jouer à gauche quand même. Le fait que je puisse pas jouer mon écureuil là, mon ratatosque, ça m'embête un petit peu. Je pourrais jouer lui depuis sa réserve. S'il le joue à gauche, je suis un peu coincé. S'il le joue à droite, je suis content. Ça permet d'envoyer en réserve un personnage qui coûte 4 ou plus, ou de détruire un permanent qui coûte 4 ou plus. Les permanents, globalement, c'est les repères qu'on va mettre ici. Ok, il joue à droite, mais il peut encore jouer lui. Ah.
Mais, ah oui, ça m'empêchera d'avancer parce que oui, il faut que je sois devant en vert et en vert il a 4. Donc, je suis pas sûr que ça vaille le coup de gaspiller mon sort maintenant. Parce que si je le fais ça, ouais, en fait ça l'empêchera quand même lui d'avancer si je le remets en réserve. Et je pense que j'ai quand même envie de l'empêcher d'avancer. Bah, histoire que je perde pas quoi. Ok, donc on va faire cibler une carte pour défausser vers réserve. Hop, celle-ci, on va la mettre dans la réserve. Il a pas assez pour la rejouer, donc il va être obligé de jouer l'autre qui est un peu moins puissante. Bon, c'est un mauvais tour là pour moi. J'ai pas trop pioché ce que j'avais envie de piocher, et du coup on est en train de s'affaiblir un petit peu. Le fait que j'ai pas pu jouer lui est un peu chiant, mais là je vais être premier joueur, donc je pense que j'aurai le temps de le jouer le prochain tour avant qu'il me l'épuise. Parce que sinon il va refaire ça hein, globalement. Ah mais c'est vrai qu'il a des boosts en champ de réserve, j'avais oublié. Voilà, là j'ai mal joué là. Ça servait à rien de leur envoyer son truc, dans tous les cas il gagnait quand même. Ah non, je dis une bêtise, non parce il avait 0 en eau. Donc non, c'est très bien, j'ai très bien joué. J'ai rien dit. Ok, on l'a bloqué à gauche, il progresse à droite quand même. L'écart s'amenuise. Hélas. Bah cette deuxième partie est déjà plus serrée. J'ai encore bon espoir de la gagner, mais on va voir. Il faut savoir qu'on était sur le tour où il est un peu plus fort parce qu'il a justement son jeton qui s'invoque vu qu'il est premier joueur, mais là ça va pas être le cas. Mais il a quand même un bon setup où il booste bien les cartes qu'il va jouer depuis sa réserve. Ok, j'ai un chargé. Donc ça c'est bien si j'arrive à jouer pas mal de trucs. Je vais rien mettre en mana. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai pas besoin de plus de mana, donc je peux passer. On va rester à 8 mana pour que je garde les deux cartes que j'ai en main. Là on voit c'est la version rare de l'autre troupière hordisque qui est ici. Où en gros là elle a juste des meilleures stats, parce qu'elle est plus rare. Donc c'est assez rigolo comme concept. Il faut savoir que c'est pas forcément pété dans le sens où on a un limite de nombre de cartes rares par deck. Dans un deck de 40 cartes, bah, il peut pas y avoir plus que 15 rares. Donc, sinon il y aurait que des rares dans les decks, donc ça limite un peu le coût des decks. C'est plutôt bien ça je trouve. Je vais jouer lui, hein, c'est le plus important à jouer depuis la réserve. On s'en fout du côté dans lequel je le joue, globalement les deux côtés sont égalité. Il va invoquer 2 jetons là où il arrive. Et vu que toutes les cartes que je joue sont boostées, bah, ça fait beaucoup de puissance. Et du coup maintenant s'il joue ça pour m'épuiser une carte en réserve, bah, c'est moins grave si ça arrive à elle. Elle est beaucoup moins puissante et importante. Il va quand même le faire. La question c'est est-ce que je continue de mettre le paquet à gauche ou est-ce que j'en mets un peu à droite? Il suffit que j'avance juste d'un des deux côtés. S'il y a une égalité, je crois qu'il y a une dernière phase où on va se comparer sur un biome où il y a tous les... Enfin, sur une zone où il y a tous les lieux, enfin, tous les symboles à avancer. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Je vais mettre le paquet à gauche. Et après, on va charger et voir ce que ça fait. J'ai bon espoir que ça fasse assez quand même, parce que ça va rajouter 4 à gauche et 1 à droite. Et à droite, pour l'instant, il a rien. Il a plus que 5 mana. Je suis plutôt confiant. Il suffit que je gagne sur un des deux côtés pour gagner la partie. Ok, donc il met du monde à droite. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce qu'il suffit que j'avance à gauche pour gagner. On va charger dans le doute, hein. J'envoie tout ce dernier tour. Et puis voilà. Ah forcément l'interface est un peu moins belle que sur Pokémon, hein. C'est beaucoup plus complexe et c'est à la base un jeu physique et pas un jeu vidéo, mais je trouve que c'est quand même pas trop mal rendu. J'espère que vous avez réussi quand même un petit peu à comprendre le jeu et qu'il vous a intéressé tout autant qu'il m'intéresse. On va arriver à la fin de cette vidéo alors que mon adversaire essaie désespérément de me rattraper, mais il a clairement pas atteint mon score en plante, donc je vais l'écraser bien gentiment. Et à droite, il m'a à peine égalisé, donc bah pareil. Ok, à droite, il me bat quand même. À droite, on avance tous les deux, parce que je le bats en eau et j'ai envie d'avancer en eau, et lui, il me bat en montagne, il peut aussi avancer en montagne. Oh!
Ok, non, victoire quand même. Bon, ça s'est un peu passé vite sur la fin, mais visiblement j'ai quand même gagné, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce que retiendra l'histoire. Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'aime beaucoup le jeu. N'hésitez pas à le tester, hein, c'est gratuit sur Board Game Arena. Euh, et bah, n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu, c'est fort probable que j'en fasse parce que je le trouve très intéressant. Euh, et merci beaucoup d'avoir regardé, et on se dit à bientôt bah, pour de prochaines vidéos, et au revoir.